Territoire, frontière du possible vers laquelle avance ESS Entreprise. Sa mission, explorer les alliances fécondes entre économie classique et ESS, connecter les acteurs économiques, stimuler l'ancrage local et révéler par la force du vivre ensemble la promesse infinie du collectif. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition d'ESS Enterprise, l'émission qui explore chaque mois les relations entre l'économie sociale et solidaire, le monde de l'entreprise classique et les institutions publiques. Coproduction entre la radio RGB et l'agence Impact en partenariat avec Initiative 95-78, disponible en replay et sur le site radio-rgb.net. ESS Enterprise, c'est 1 heure par mois pour mettre en avant les acteurs de belles histoires, de partenariats économiques innovants, ancrés, territorialement et pérennes. Utopie, me direz-vous? Peut-être, mais assurément un beau programme. Après sa première apparition législative, un 29 février 2016, le terme de territoire zéro chômeur longue durée décrit une expérimentation territoriale qui vise à supprimer le chômage de longue durée en rendant effectif le droit constitutionnel d'obtenir un emploi pour toutes les personnes volontaires. Ce dispositif permet d'embaucher sans sélection les personnes privées durablement d'emploi en contrat à durée indéterminée, un CDI, et à temps choisi au sein d'entreprises à but d'emploi, les EBE, qui ont été créées pour répondre aux besoins locaux. Pour nous aider à comprendre les enjeux et la portée de ce dispositif innovant, nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui Denis Prost, membre du conseil d'administration de TZCLD, Territoire Zéro Chômeur Longue Durée, représentant aussi d'ATD Carmonde, qui est membre fondateur de l'association. Son point de vue large, national, sera complété par un angle plus local, celui d'Adan Koutélé, directeur du CESIL, une de ces fameuses entreprises à but d'emploi, les EBE, qui est basée à Cergy. Nous avons également la chance d'accueillir Aline Karsenak, d'Initiative 95-78, avec qui nous évoquerons les actualités des entreprises engagées. Si, comme nous, vous pensez que personne n'est inemployable, que ce n'est pas le travail qui manque, et que ce n'est pas non plus l'argent qui manque si toutefois il est bien fléché, restez avec nous. ESS Enterprise spécial Territoire Zéro Chômeur Longue Durée, c'est parti. Un menu bien costaud aujourd'hui, territoire zéro chômeur longue durée, on entend plein emploi, on entend plein de choses autour de ces éléments-là. On entend surtout une initiative qui a déjà 10 ans et donc qui a été évaluée, dont on a déjà du recul par rapport à tout ça. Donc Denis, je me tourne vers toi, donc membre de l'association ATD Carmonde, qui est fondatrice l'association de TZCLD, territoire zéro chômeur longue durée, l'association. Au bout de 10 ans, des discussions à l'Assemblée récemment pour pérenniser éventuellement le dispositif. Quel est le bilan qu'on peut faire au bout de 10 ans de cette initiative? Et d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un territoire zéro chômeur longue durée? Alors, un territoire zéro chômeur longue durée, c'est un territoire on va dire, 10 000 habitants maximum, dans lequel on essaye de proposer un emploi à durée indéterminée, donc en CDI, à toutes les personnes qui en sont privées d'emploi, qui sont privées depuis au moins 1 an. Donc on est vraiment sur un objectif, ce qu'on appelle l'exhaustivité, c'est un mot qui revient beaucoup dans Territoire Zéro Chômeur, c'est vraiment toucher tout le monde, ce qui veut dire non seulement embaucher les personnes qui viennent vers nous, mais aussi aller chercher celles qui ne viennent pas, qui au fond d'elles-mêmes aspirent à travailler, mais pour tout un tas de raisons, parce que quand on n'a pas travaillé depuis des années, on se dit c'est foutu pour moi, etc. Il faut reprendre avec elles, redonner confiance et leur permettre de travailler. Donc c'est ça tout simplement, faire le lien entre des personnes qui sont privées durablement d'emploi, et tout ce qu'il y a d'utile à faire sur ce territoire et qui n'est fait par personne parce que ça ne rapporte pas assez, etc. Et donc, nous, on le fait parce qu'on a un financement public pour créer ces emplois, pour financer ces emplois. Alors, ça ne couvre pas tout le coût des emplois, mais ça en couvre une partie, ce qui nous permet justement d'aller vers tout un tas de travaux très utiles, mais qui ne sont pas pris par les entreprises. Donc, on est vraiment dans une logique où on va compléter le marché du travail par de l'emploi, des activités qui ne sont pas faites, pour des personnes très éloignées de l'emploi. Et tout ça avec l'argument que finalement, la collectivité va s'y retrouver parce que le chômage de longue durée, ça coûte très cher à la collectivité. Et finalement, si on prend le même argent pour financer ces emplois, ça va être une opération blanche
Alors c'est un gros sujet de débat, mais nous on est convaincus à TD Carmonde que c'est une opération blanche. Et puis voilà, et les gens sont bien mieux évidemment parce qu'on est bien mieux quand on travaille, surtout dans des emplois de qualité comme c'est le cas dans les EBE, que quand on est au chômage à tourner en rond, tout simplement, je dirais, à pas réussir à joindre les deux bouts, à être démoralisé, à avoir une mauvaise image de soi, à voir qu'on n'arrive pas à donner à ses enfants la vie qu'on voudrait parce qu'on est en galère. Enfin voilà, c'est tout ça auquel on met fin avec Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée. Donc il y a un enjeu bien sûr de reprise du travail, mais derrière il y a un enjeu de lutte contre la pauvreté, je dirais même d'éradication de la pauvreté. Parce que dès l'instant où on propose du CDI, ça veut dire que les gens sortent durablement de la galère. Ça veut dire qu'au bout de 1 an, 2 ans maximum, l'assistante sociale, c'est fini, les restos du cœur, c'est fini, on change de vie. Et on change de vie pour soi, la vie des enfants change. C'est vraiment une grande transformation. Donc c'est quand même un projet dont on ne prend pas toujours la mesure à quel point c'est révolutionnaire et c'est transformateur pour la société. En 10 ans, on a pu se rendre un petit peu compte du premier territoire qui a pu être mis en place à une dimension qui est peut-être aujourd'hui au niveau national. Il y a quoi, 83, je crois, dispositifs. Ouais, 85 maintenant. 85. Tout récemment, il y en a 2 qui ont été habilités. Voilà. Je vais avoir mes fiches, pardon. Donc 85 territoires. Tu parlais d'opération blanche, mais opération blanche financièrement, parce que socialement et au niveau de la société, c'est super positif normalement. Bah oui, c'est ça. C'est que non seulement ça coûte rien, enfin on est convaincu qu'au moins à moyen long terme ça coûte rien, mais en plus évidemment les bénéfices sont énormes. Alors j'ai parlé des bénéfices humains pour les personnes, mais c'est aussi pour le territoire des nouveaux services utiles qui sont réalisés. Sur le plan environnemental, c'est beaucoup plus de réemploi, de recyclage, etc. Enfin c'est 40%, je ne sais pas comment c'est à Cergy, mais en tout cas sur beaucoup d'EBE, la moyenne en gros c'est 40% d'activité dans la transition écologique. Donc il y a un vrai bénéfice à travers les activités qui sont réalisées. Et puis derrière, c'est aussi du dynamisme économique parce qu'on a des personnes qui ont plus de pouvoir d'achat, qui vont consommer, qui vont faire tourner les entreprises locales. Donc c'est tout un cercle vertueux qui se met en place. Et derrière aussi, c'est tout simplement des personnes... Enfin, je veux dire, quand on a une vie stable en CDI, etc., il y a beaucoup de dysfonctionnements sociétaux qui n'arrivent plus. Parce qu'à un moment donné, quand on est jeune, qu'on est en galère, qu'on n'arrive pas à survivre, on va peut-être plus facilement aller vers faire des choses, je dirais, en marge de la légalité ou sans du tout généraliser. Mais la réalité, c'est ça. C'est qu'il y a des études qui montrent qu'évidemment, un jeune qui a une situation stable en CDI, il risque moins d'aller vers des choses illégales et donc derrière des coups de police, de justice, etc., que s'il est en galère. Donc... Voilà, il n'y a que des bénéfices, en fait. C'est que du gagnant-gagnant-gagnant et on pourrait le répéter à l'infini, quoi. Sur la partie évaluation, parce qu'en disant... D'habitude, on a des bonnes idées comme ça et on dit on va essayer de le mettre en place, on va faire... Là, on a 10 ans d'expérimentation. J'imagine qu'il y a des évaluations qui ont été faites. Ça a été évalué au moins 2 fois de mémoire. Ouais. Et qu'est-ce que, dans les grandes lignes... quel bénéfice sociétal qui peut en sortir et pourquoi est-ce que la France entière n'est pas territoire zéro chômeur longue durée? Alors, c'est deux questions très différentes, deux questions mais complémentaires. Ce que disent les évaluations, globalement, c'est d'abord que le projet, il a une vraie utilité, parce que s'il n'y avait pas le projet, 75% des personnes qu'on embauche seraient encore au chômage. Donc on n'est pas à remplacer des personnes qui iraient sinon travailler ailleurs. On est vraiment à compléter le marché du travail, parce qu'aujourd'hui, en gros, il y a une offre d'emploi pour 10 personnes. Donc de toute façon, l'économie ne produit pas assez d'emplois pour tout le monde. Donc premier constat, on est vraiment utile. Si on se paye pas de mots et qu'on veut faire le vrai plein emploi, pas un plein emploi à 5% de chômage, mais un vrai plein emploi du point de vue des personnes où chaque personne peut travailler, on n'échappe pas à créer des emplois supplémentaires. Et ça, donc, c'est le constat. Donc premier constat très positif. Et deuxième constat, bien sûr, sur tout ce que j'ai dit, sur l'impact sur la vie des personnes, le côté transformateur pour les personnes. Et le troisième constat, sur le côté aussi transformateur pour le territoire. Dès l'instant où on commence à avoir des EBE qui ont une certaine taille, ça se voit sur le territoire. Moi, j'étais chef de projet donc en rural en Bretagne pendant 7 ans. Et à un moment donné, où on avait 100 personnes quasiment qui travaillaient sur une petite commune de 4000 habitants, 100 personnes en plus qui travaillent, ben ça se voit dans les commerces, ça se voit le matin, les commerçants disaient « Ah ouais, la ville reprend vie, on voit le matin les gens qui partent au travail et tout ça », parce qu'en plus c'est du travail local, c'est pas les gens qui vont bosser à Rennes ou à Nantes ou je sais pas où, là c'était vraiment les gens qui travaillaient, donc ça remettait. Il y avait ce côté vie et les commerçants étaient vraiment contents de dire « Notre commune revit ». Donc il se passe plein de choses comme ça. Et puis une autre retombée, c'est le côté
je dirais cohésion sociale, c'est-à-dire ça a été beaucoup dit par le maire, par les chefs d'entreprise. Ils ont dit, mais on a rencontré des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés, des personnes privées d'emploi, on ne savait pas qui elles étaient, on avait des préjugés sur elles. Et quand on les a vus, on a vraiment complètement changé de point de vue, on s'est parlé, on s'est respecté. Et à l'inverse, les chercheurs d'emploi disaient aussi, mais moi j'avais des préjugés sur les chefs d'entreprise, en fait ils sont venus avec nous, ils nous ont aidés. Enfin, il y a plein de choses comme ça aussi en termes de cohésion sociale intéressantes qui se passent. Pour ça je disais c'est gagnant, 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 parce qu'on a plein d'effets positifs. Alors par contre, le point sensible, c'est le coût. Parce que les évaluations disent aussi, mais la neutralité budgétaire, c'est-à-dire le fait que ça rapporte autant que ça coûte, c'est pas démontré. Mais en fait, pourquoi ? Parce que les évaluations n'ont compté que les économies directes, c'est-à-dire la personne retravaille, on lui paye plus le RSA, elle a moins d'aide au logement, donc voilà, tout ça c'est des économies. Elle paye des cotisations, enfin sur son salaire, on prélève des cotisations sociales, c'est de l'argent qui rentre dans les caisses, donc tout ça ils l'ont compté. Par contre, tous les bénéfices sur la santé, sur la vie familiale, parce qu'on sait qu'il y a, dans les milieux de précarité, il y a beaucoup plus de placements d'enfants, tout simplement parce que la situation est beaucoup plus fragile de la famille. La protection d'enfants, c'est 11 milliards d'euros à l'échelle du pays. Les dépenses d'assurance maladie, c'est des coûts énormes, et on sait que, au moins sur la santé psychique, le fait de reprendre du travail, quand c'est du travail de qualité, ça a un impact énorme par rapport au fait d'être au chômage, d'être démoralisé. Il y a beaucoup de gens qui sont en dépression, qui sont pas bien, qui sont sous médicaments. Au début, dans les EBO, on voit certaines personnes qui sont encore sous médicaments. 1 an, 2 ans plus tard, c'est fini, elles ont la banane. Il y a vraiment ces changements-là. Donc derrière, tout ça, c'est des économies aussi. C'est pour ça que nous, étant très près des personnes, enfin très en proximité avec les personnes très pauvres, en voyant tous les impacts négatifs sur la santé, tout ce que je viens de dire, la vie familiale, etc., on se dit, mais le potentiel d'économie, il est beaucoup plus important que ce qui a été évalué par ces fameuses évaluations. Et qui quand même disent, au maximum, c'est entre 11 et 13 000 euros par emploi le coût. Donc c'est très peu. Quand on prend d'autres dispositifs comme le crédit impôt... Recherche ? Non. Crédit impôt recherche. Crédit impôt recherche, c'est pas pour créer l'emploi, mais le CICE, le fameux CICE, crédit impôt compétitivité emploi, on est sur des coûts de l'ordre de 180 000 euros par emploi créé ou sauvegardé au bas mot, là où nous, on coûte entre 11 et 13 000 euros au bas mot en coût net. Et sans compter tout ce que j'ai dit. Donc on a une logique de coûts évités. Il y a un calcul qui a été fait sur les coûts évités pour la société, mais pas par les coûts engendrés, les coûts positifs créés par tout ça. Tout n'a pas été compté. Et puis on pourrait aussi regarder, par exemple, des EBE qui font du recyclage, qui font, etc., qui font du réemploi. Il y a beaucoup d'EBE qui ont des recycleries. Tout ça, c'est des déchets qui ne sont pas traités derrière. Et la tonne de déchets, ça a un coût pour la collectivité aussi. Le traitement de la tonne de déchets, si on évite une tonne de déchets, c'est une dépense qu'on évite. Donc il y a plein de choses à compter. Nous, on aurait aimé que cette évaluation compte beaucoup plus large que ce qu'elle a compté. Bon, ils ont été aussi pris par le temps. Voilà, ils n'ont pas trouvé la façon de faire parce que c'est pas si simple que ça à compter. Mais voilà. Donc, ça, c'est la première partie de la question sur l'évaluation. Voilà. Après, je reviens sur ma question initiale. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas de la France entière un territoire zéro chômeur longue durée ? Parce que le constat qu'on a fait, c'est que ça repose sur une dynamique territoriale. C'est-à-dire quand vous êtes, comme moi je l'étais, sur un territoire de 4000 habitants où il faut faire travailler potentiellement pour que tout le monde ait du boulot au moins 100-150 personnes, si vous n'avez pas tout le monde qui joue le jeu, c'est-à-dire des entreprises qui embarquent avec vous, qui vont faire appel à l'entreprise que nous on crée, des habitants aussi qui vont demander des services, des élus qui vont jouer le jeu, des associations, parce que les associations aussi ont des choses à faire, qui vont jouer le jeu, pour nous apporter du travail, on n'y arrivera pas. Et donc, ça veut dire que ce travail de mobilisation territoriale, qui est un travail permanent, d'aller voir les gens, de leur parler du projet, et puis au bout d'un an, retourner les voir, vous savez que, etc., quand ils commencent à dire « Ah ouais, mais peut-être que c'est pas si bien que ça ». Donc, c'est un travail permanent. Ça peut se faire à petite échelle. Vous n'allez pas le faire à l'échelle de la France. C'est pour ça que territoire zéro chômeur, ça se développe territoire à taille humaine par territoire à taille humaine. Donc, on est forcément sur un projet qui grandit lentement. Mais c'est ça aussi la robustesse, c'est de ne pas vouloir aller trop vite, parce que quand on va aller trop vite, il va y avoir des trous dans la raquette. Si on prend un territoire trop grand, on va déjà embaucher tous les gens qui sont les plus près de l'emploi, qui vont venir taper à la porte, et ceux qui sont les plus éloignés, là, qui sont les 75% qui n'auraient jamais de boulot ailleurs, on ne va pas les toucher. Donc on va passer à côté de la cible. Donc c'est vraiment une question d'échelle de territoire, ça paraît cohérent. Alors, on parle depuis tout à l'heure de la structure territoire zéro chômeur longue durée, c'est une association qui pilote ça, et quelles sont les relations, comment sont prises les décisions, et comment d'avoir un territoire à un endroit ou pas forcément à un autre, et le lien avec les pouvoirs publics, comment est-ce que ça fonctionne ? Alors, c'est une approche ascendante, c'est-à-dire qu'en fait,
ça part de la volonté territoriale. C'est-à-dire que c'est sur un territoire, on a les deux situations. Soit c'est un élu qui dit « Ah, super projet, j'ai envie que ça se passe sur ma commune ou sur ma communauté de communes ». Et puis, il essaye d'embarquer du monde, il met une équipe projet là, qui fait tout ce travail de mobilisation, parce que c'est du temps salarié quand même qu'il faut. Hein. Il faut 3 équivalents temps plein en temps salarié à peu près pour faire tout ce boulot-là. Donc soit ça part d'un élu local, on va dire, soit ça part d'un collectif citoyen, à peu près dans l'autre moitié des cas. C'est-à-dire c'est des gens qui ont entendu parler du projet, qui disent « Ah, ce serait super si ça se passait chez nous ». Et puis ils créent un collectif citoyen, ou alors c'est une association qui existe déjà, qui s'embarque et qui va voir l'élu, et puis qui dit « Ah, ouais, ce serait bien que vous fassiez ça ». À un moment donné, il faut quand même l'accord de l'élu, parce que c'est l'élu qui va être le pilote politique du projet, parce que c'est un projet pour faire le droit à l'emploi sur le territoire, un projet politique, et un projet politique, c'est piloté par un élu, forcément. Donc il faut réussir à embarquer l'élu. Mais voilà, ça peut être les deux, mais en tout cas, ce sera jamais un truc qui descend du national et qui dit « Ah, on va le faire là ». C'est pour ça qu'on évite le mot dispositif, parce que dispositif, ça évoque un peu l'idée d'un machin descendant, alors que nous, on préfère parler de projet de territoire. Ça dit beaucoup plus ce que c'est une mobilisation territoriale pour l'emploi. Très bien. Et ton projet, donc cette notion de projet de territoire, l'association Territoire Zéro Chômeur Longue Durée, elle coordonne quand même au niveau national ces éléments-là. La question que je me pose derrière tout ça, c'est il y a eu il y a quelques semaines, quelques jours, des discussions à l'Assemblée nationale autour de la prolongation, je crois, du financement. Donc on voit bien qu'il y a quand même, au-delà de la volonté politique locale, il y a quand même l'échelon national est quand même embarqué. Ah oui, mais il est indispensable. C'est pour ça qu'on a créé, nous, à TDCAR Monde, avec Emmaüs, Cours catholique, la Fédération des acteurs de la solidarité et le Pacte civique, on a créé cette association, qui est la porteuse politique du projet. Il faut un porteur politique national. Et pilotage. Voilà, ouais. Pilotique, ça fait. On pilote et on fait de la politique en même temps, c'est pilotique. Ouais, voilà, très bien. Pilotique. Qui fait le boulot de plaidoyer, ça c'est indispensable. Et c'est vrai que autant le projet, il a quand même émergé des territoires, c'est-à-dire c'est des territoires qui ont dit nous on a envie qu'il y ait une loi qui nous permette de faire ça, mais à un moment donné, il faut qu'au niveau national, il y ait le relais. Et on a eu la chance que le député qui avait porté la première loi, Laurent Grand-Guillaume, a accepté de présider cette association avec tout son dynamisme et son expérience politique pour aider à faire avancer ce projet. Donc ça, c'est l'association nationale militante politique qui a obtenu la première loi, qui a obtenu la deuxième loi en 2020, deuxième loi d'expérimentation, et qui maintenant se bat pour cette troisième loi, effectivement, qui a été votée il y a quelques semaines en première lecture à l'Assemblée nationale. Mais qui n'est pas encore promulguée. Ah ben non, parce qu'il faut que ça passe au Sénat. Après, il faut que ça revienne à l'Assemblée nationale, sauf si la procédure d'urgence est décidée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas cette double navette. Mais on peut, potentiellement, ça peut prendre jusqu'à la fin de l'année pour que la loi soit adoptée. Mais elle va complètement dans votre sens. Pour l'instant, les discours tenus à l'Assemblée nationale, c'est vous qui avez le stylo derrière tout ça ou... Non, pas tout à fait. Pas tout à fait. Il y a des choses qui vont dans notre sens. Par exemple, ce qui est vraiment acquis et qui est fort, c'est le principe du contrat à durée indéterminée. C'est pas rien quand même, hein, parce que ça veut dire que c'est aussi un engagement pour la collectivité à financer durablement ses emplois. Le principe de l'emploi à temps choisi, parce qu'on a vraiment fait le constat qu'il faut que le salarié puisse dire « Moi, je veux travailler 20 heures par semaine, pas plus ». On a beaucoup de personnes en situation de handicap ou des gens qui ont des grosses contraintes familiales, des enfants en bas âge, parents seuls, etc., qui ne peuvent pas forcément faire un plein temps. Donc, si on veut que les gens puissent reprendre l'emploi, il faut ce temps choisi. Donc ça, ces deux principes, ils sont inscrits dans la loi. Par contre, il y a eu, de la part du gouvernement, la volonté d'amender ce texte, pas toujours dans le sens que nous, on aurait souhaité, et entre autres sur les questions de financement. Donc, en gros, on a deux gros points faibles aujourd'hui, mais qu'on espère les sénateurs vont reprendre, puisque ça va passer au Sénat. Le financement de l'encadrement dans les entreprises à but d'emploi qu'on crée pour embaucher les personnes privées d'emploi, qu'on n'avait pas dans la première phase expérimentale. C'était hyper dur parce que les directions elles couraient partout, elles n'avaient pas assez d'encadrants. On l'avait obtenu pour la deuxième expérimentation, qu'il y ait 10% de l'effectif en encadrant qui puisse être financé. Et puis maintenant, en fait, ça a été retiré dans cette troisième loi. Donc on dit on va à la cata si ça reste comme ça, parce que c'est entre 100 et 200 000 euros de manque à gagner pour les EBE, hein, parce que c'est à peu près 25 000 euros, en gros à la louche, par emploi. 4 encadrants, si l'EBE a 4 encadrants, c'est 100 000 euros en moins qu'elle aura après le moment où on passera dans le régime de cette troisième loi. Donc c'est pas possible. À l'échelle des budgets des EBE, c'est vraiment pas possible. Premier problème. Et deuxième problème, le député qui porte la loi
avait inscrit dans cette loi ce qui manque depuis le début, c'est-à-dire un financement de cette équipe projet qui fait tout le travail de mise en musique sur le territoire, de mobilisation des personnes privées d'emploi, de recherche de nouvelles activités, d'animation de ce comité local là, qui est le cœur du réacteur, on va dire, le pilote politique sur le territoire. C'est 3 équivalents temps plein, je disais tout à l'heure, qu'il faut. Et aujourd'hui, on n'a pas un sou de l'État pour les financer. Et les collectivités qui ont de moins en moins de moyens, mais pour elles, la plupart, c'est très lourd. Sauf si on est dans des métropoles qui ont une assise financière suffisante pour eux. Mais en rural ou sur des petites communes, c'est intenable. Donc, et s'il n'y a pas de cette équipe projet, OK, on a une EBE qui a embauché qu'un certain nombre de salariés, mais il n'y a plus du tout la dynamique pour vraiment aller chercher tout le monde et vraiment donner du travail à tout le monde, c'est-à-dire mettre en œuvre le droit à l'emploi effectivement sur le territoire. Donc ça, je dirais, c'est les deux grosses faiblesses qu'il faut absolument qu'on réussisse à faire corriger. Au Sénat, par la Chambre des territoires, le Sénat, c'est comme ça aussi c'est qu'on l'appelle. Donc, c'est ce qu'on espère, c'est qu'on se dit... Parce qu'en plus, il y a un enjeu aussi, parce que l'État veut quand même plus reprendre la main sur le projet, et on a peur que l'initiative territoriale, ce que je disais, ce qui fait marcher, c'est l'élu qui y va et qui dit « Laissez-moi la liberté de faire, je connais mon territoire, je sais comment il faut faire ». Ça, il faut absolument le préserver aussi. Donc là aussi, on a un enjeu, quelque chose de sensible. Et on se dit, voilà, le Sénat, qui est la chambre des territoires, devrait être sensible à cette dimension-là et nous aider à faire progresser le texte dans ce sens-là. Donc on va voir, on est mobilisé pour... Un peu de plaidoyer n'a jamais tué personne, non, je crois. Merci beaucoup, on se retrouve juste après une petite pause musicale, c'est ton choix, et on reviendra avec nos invités autour de l'ancrage territorial, autour de Cergy justement, et du Césil qui nous sera présenté par Adan Koutélé. Oh, freedom. Oh, freedom. Oh, freedom over me, over me. And before I be a slave, I be buried in my grave and go on as my Lord and be free. No more weeping, no more waiting, no more weeping over me, over me. And before I be a slave, I will lay in my grave and go home to my Lord and be free. In Albany, Georgia, the chief of police is Chief Pritchett. No more Pritchett, no more Pritchett, no more Pritchett over me, over me. And before I be a slave, I'll be buried in my grave and go home to my Lord and be free. No more segregation, no more segregation, no more segregation over me, over me. And before I be a slave, I'll be buried in my grave and go home to my Lord and be free. Oh, freedom! Oh, freedom, freedom. Oh, freedom, freedom. Oh, freedom. Oh, baby. For I be a slave, I'll be buried in my grave and go home to my Lord. Oh, now we can sing it. Sing that again now. Let's hear it. Oh, freedom, freedom. Oh, freedom, freedom. Oh, freedom over me. And before I be a slave, I'll be buried in my grave and go home to my Lord and be free.
droit civique américain et un petit hommage au pasteur qui nous a quitté il y a quelques jours, Jesse Jackson. Ouais. Jackson. Un autre Jackson qu'on écoutera tout à l'heure, mais aucun lien. Je me tourne vers toi, Adan Coutelé, tu es donc directeur du Césil, une de ces fameuses entreprises à but d'emploi créées à Cergy. On a vu dans la première partie au niveau national, mais aussi que tout partait du territoire finalement. Comment est-ce que tu fonctionnes? Qu'est-ce que c'est que le Césil? Et raconte-nous un peu qu'est-ce que c'est que le quotidien d'une entreprise à but d'emploi. Alors, qu'est-ce que c'est Césil? Césil, c'est un anagramme qui veut dire Cergy Entreprise Solidaire Innovante Locale. Tout est dans le nom, plutôt facile pour le coup. Une entreprise donc solidaire créée sur Cergy pour mettre en œuvre le droit à l'emploi. Le quotidien est régi autour d'une douzaine d'activités aujourd'hui d'utilité territoriale avec pour enjeu de permettre à des gens de retrouver un emploi digne et de travailler dans un environnement qui leur permet de s'y retrouver. Et à Césil, on parle aussi de pouvoir performer, puisque ça fait partie de ce que nous mettons derrière un emploi digne, de dire du moment où vous en avez le potentiel, rien ne vous empêche de pouvoir évoluer. Ce que le CDI permet, puisque le CDI permet de se prolonger à durée indéterminée, comme son nom l'indique, et de pouvoir réaliser des projets sur la durée. Denis Prost évoquait que certains des profils qui rentraient dans les entreprises à but d'emploi, qui signaient les CDI, c'était des gens qu'il fallait aller chercher aussi, parce que 75% sinon n'iraient pas ou ne seraient pas sensibilisés par rapport à tout ça. Depuis combien de temps Césil existe et où est-ce que tu en es, toi, en termes... en volume peut-être, en chiffres, et surtout, est-ce que ce sont les personnes qui sont venues toquer directement chez toi, ou est-ce que tu as été obligé d'aller les chercher justement? Alors, la recherche de salariés à l'intérieur de l'EBE, c'est un travail qui, comme disait Denis tout à l'heure, qui est dévolu à l'équipe projet et au comité local pour l'emploi, qui propose, qui tient à jour une liste de mobilisation, au cours de laquelle nous ouvrons des postes et donc nous embauchons dans l'ordre de cette liste de mobilisation. Qu'est-ce que c'est le comité local pour l'emploi, pardon? Donc c'est l'instance politique territoriale qui va régir la dynamique et l'énergie sur le territoire. Et donc pour mettre en œuvre toutes les instances, donc qu'elles soient politiques, qu'elles soient économiques ou qu'elles soient sociales. C'est un regroupement d'un ensemble de personnes qui ont la volonté de faire vivre ce droit à l'emploi sur le territoire. D'accord, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure avec il y a un élu, j'imagine, il y a des services sociaux, territoriaux, donc c'est eux qui connaissent et qui quadrillent le terrain. Exactement. Et qui vous font remonter une liste de gens que vous voulez contacter, vous voulez pas, et vous leur proposez directement un CDI. Exactement, c'est un CDI, on propose un CDI et nous embauchons sans sélection à l'embauche. On ne choisit pas nos collaborateurs. J'ai envie de dire, c'est une des images que je donne, c'est dans le sens premier arrivé, premier servi. C'est-à-dire que quand nous, on a 5 postes, 5 emplois à proposer, le club nous oriente 5 personnes de cette liste de mobilisation qui ont pour projet de rentrer à l'EBE et qui vont du coup bénéficier d'un CDI à temps choisi, puisque ce sont les salariés qui vont choisir leur temps de travail pour des raisons personnel. On a des salariés à Césil qui travaillent 20 heures parce que ont ou n'ont pas la capacité de faire garder leur enfant. Et donc, une journée par semaine est dédiée à la prise en charge familiale, pour le coup. D'autres travaillent à 35 heures parce qu'elles n'ont pas ces contraintes-là. D'autres travaillent à mi-temps, à temps partiel, tout pile à mi-temps, à 50%, parce qu'ils n'ont pas la capacité de travailler davantage. Voilà, ce sont les salariés qui choisissent leur temps de travail. Sans sélection au départ. Exactement. Ça rend, ça fait rêver et en même temps, c'est un peu vertigineux parce que n'importe quel employeur va se dire mais je veux un CV, je veux rencontrer la personne, je veux 4 entretiens, je veux non là directement. Il y a 5 emplois, vas-y, serre-toi, il y en a, hop, les 5 premiers sont servis. Ouais, c'est exactement ça. Et derrière, c'est tout l'intérêt d'une dynamique territoriale de dire,
pour permettre à des gens d'avoir un emploi adapté à leurs compétences. C'est comment on va discuter ensemble, comment on va trouver des solutions pour permettre à des gens de mettre en œuvre leurs compétences au service du territoire au travers d'un emploi d'utilité territoriale. On peut prendre un exemple. J'allais te le demander, justement. Parfait. On a un salarié qui s'est formé à la réparation d'électroménager pendant qu'il était en recherche d'emploi. Donc, Césil a développé, en le sachant, une activité de réparation de matériel électroménager en allant chercher un espace, un local, en allant se doter de matériel, puisque c'est une activité qui nécessite du matériel. Et donc, la compétence, vu qu'il l'avait déjà acquise, nous, on l'a mis dans des conditions dans lesquelles il peut réaliser son activité et mettre en œuvre son savoir-être, son savoir-faire, et donc, de manière générale, ses compétences au service de l'électroménager des particuliers, puisqu'on travaille pour les particuliers qui nous apportent leur équipement, lave-vaisselle, machine à laver. Notre technicien le répare, mais aussi pour les collectivités territoriales. En l'occurrence, on travaille aussi avec la mairie qui nous soutient énormément dans ce projet-là, auprès de laquelle on vient réparer leur machine à laver aussi. Et donc voilà, comment on a organisé les choses pour permettre à un salarié de retrouver son emploi. Un exemple particulier, très précis autour d'une compétence, mais plus largement, Césil, aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites comme activité? Qu'est-ce que vous proposez? Qui sont vos clients? Parce que là, tu as des salariés, super, mais qu'est-ce qu'ils font? Et comment est-ce que tu organises leur travail? Comment est-ce que tu vas leur chercher des tâches aussi? Parce que je pense que ça fait partie aussi du travail de l'EBE que de faire se rencontrer une offre de compétences, mais il faut derrière... comment est-ce qu'on organise la demande? C'est toute la particularité des EBE. Donc, je reviens sur la partie territoriale. Le prémisse, c'est trouver des activités qui ne sont pas fournis sur le territoire. Au travers de ça... Pardon, c'est-à-dire que tu ne peux pas être concurrent d'une entreprise qui existe déjà. C'est exactement ça. Tout l'enjeu, c'est de créer des emplois supplémentaires sur le territoire. On ne peut pas faire de concurrence à une entreprise existante. Si demain non, c'est pas demain. Sur Cergy-Saint-Christophe, il y a déjà un certain nombre de boucheries qui sont ouvertes. Je ne peux pas ouvrir une boucherie avec Césil. Non, il faut que j'aille chercher des missions qui répondent. Pour le coup, on parle de boucherie, donc aux besoins des boucheries, aux besoins des boulangeries, pour compléter leurs propositions économiques et pour venir les aider à se développer aussi économiquement sur des activités, Denis le disait tout à l'heure, qui économiquement ne sont pas viables pour une entreprise à un modèle économique classique. Voilà. Que font ensuite nos salariés dans leur quotidien? On a donc une douzaine d'activités. Je ne vais pas les citer, mais on peut parler donc de la réparation d'électroménager. On peut parler de notre boutique qui est sur la place du marché à Cergy-Saint-Christophe, dans laquelle on peut venir acheter de la fripe, où on peut venir demander de l'aide aux démarches, dans l'accompagnement aux démarches administratives. Voilà. En partenariat, et pour le coup cette activité est particulière et illustre bien la nécessité de dialoguer avec l'ensemble des forces en présence, puisque notre boutique sur la place du marché est à proximité du PIMS, qui fait aussi de l'accompagnement aux démarches administratives, et qui est aussi à proximité de la maison de quartier du 12, qui fait également, grâce à ses écrivains publics, de l'accompagnement aux démarches administratives. L'enjeu était d'identifier ce que et l'un et l'autre ne font pas, pour aider les habitants, les particuliers, dans leur démarche administrative, pour répondre à un besoin présent sur le territoire. Voilà. En fait, tu regardes où sont les trous dans la raquette et tu essaies d'y répondre. C'est exactement ça. Voilà, tout un travail comme on le dit dans les entreprises, de marketing, mais quand on parle de l'ESS, on parle plutôt d'études de territoire. C'est joliment dit. Merci beaucoup. Très bien. Donc, tu disais, depuis quand Césil existe, par rapport à l'expérimentation qui a maintenant 10 ans, tu es arrivé quand, toi, sur la cartographie? Ouais. Césil a démarré ses activités en embauchant ses 10 premiers salariés le 10 juin 2024. D'accord. Aujourd'hui, il
Il y avait à l'époque 8,76 ETP, puisque on parle beaucoup en ETP. Aujourd'hui, on a... Équivalent temps plein, je dis juste ça. Ah, pardon. Non, mais on est entre nous, mais il y a quand même des gens qui écoutent. Et les équivalents temps plein, c'est le nombre d'emplois. C'est un nombre d'emplois. Il y a des virgules parce que c'est un rapprochement, c'est un ratio. Ouais, pardon. Exactement. On a aujourd'hui 32 personnes qui étaient d'anciens chômeurs qui ont intégré ces îles et 3 directeurs. Un directeur général que vous écoutez, une directrice des ressources humaines et un directeur des opérations. L'enjeu pour atteindre l'exhaustivité est d'arriver en termes d'ETP cette fois autour des 180, entre 180 et 200 ETP pour être sûr d'avoir satisfait et embauché toutes les personnes. Pour arriver à zéro, dans le fameux zéro Exactement. chômeur, ça sera pour arriver à zéro sur le territoire. C'est exactement ça. Le territoire que tu évoques, c'est la communauté de communes, c'est quoi exactement? Non, on est beaucoup plus restreint, c'est Cergy-Saint-Christophe et le territoire zéro chômeur sur Cergy se superpose au quartier prioritaire de la politique de la ville, donc de Cergy-Saint-Christophe. D'accord. Donc là, il y a quand même 180 Emploi créé. potentiels Exactement. personnes qui feraient, y compris les 75% qui répondaient pas qu'on doit aller chercher. Donc ça, c'est pas l'étude marketing, mais c'est bien l'analyse du territoire. Exactement, c'est l'analyse du territoire qui l'a révélé sur Cergy, pour le coup. Super. Les ambitions, les projets, pour arriver à 180, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Et Alors, comment est-ce qu'on peut aider? Tiens. Comment vous pouvez nous aider? On cherche des locaux, justement, pour nous Super. aider à développer nos activités. Un vrai enjeu, hein. Je sais que je discute régulièrement avec des collègues lors des différentes rencontres organisées par le Fonds d'expérimentation et l'association Territoire Zéro Chômeur quand on a l'occasion de les croiser dans ces différentes réunions. On a toujours un sujet de locaux parce que pour installer des activités nouvelles, il faut des locaux qui permettent d'installer ces activités nouvelles. On va développer des offres de prestations plutôt commerciales orientées à destination des entreprises pour les aider, les soutenir dans leur développement économique, pour leur permettre de se concentrer sur leur cœur de métier. Nous avons à ces îles développé tout un plan stratégique justement pour pouvoir atteindre notre exhaustivité en partenariat avec les membres du CLE, la municipalité et l'agglo aussi, le département qui nous suivent. On est très bien accompagné pour le coup de ce côté-là. Le CLE, c'est bien le comité local pour l'emploi. Oui, exactement. Il pilote un peu. Oui, c'est vrai qu'on les parle activités. beaucoup avec... J'essaye. avec Quand je les entends de temps en temps, je me dis tiens, ça va faire ça. Merci beaucoup. Je me tourne vers mes autres invités. Peut-être des questions pour Adan. Est-ce que par rapport à cette expérimentation, est-ce que ou des relais, est-ce que ça correspond Denis, est-ce que tu as vécu toi sur ton territoire? Est-ce que ça sont à peu près les mêmes dynamiques? Comment est-ce qu'on fait pour mobiliser des entreprises, pour les faire adhérer à ce projet-là et pour les faire devenir clientes finalement? Je pense que c'est cette démarche-là. En fait, c'est là que tout le côté, la fameuse équipe projet dont on parlait, là, ces gens qui sont extérieurs à l'EBE, mais qui font tout ce travail de terrain pour embarquer le territoire, a un rôle clé. Moi, j'étais dans cette position-là, donc sur le territoire où j'ai monté le projet en Bretagne. C'est vraiment prendre les chefs d'entreprise, la liste, et un par un leur demander rendez-vous. On va vous expliquer ce projet, on va vous dire ce qui va se passer, répondre à vos questions, parce qu'au départ, les entreprises, elles voient débarquer cette entreprise. Je peux vous dire que ils n'étaient pas forcément très accueillants parce qu'ils disaient ils vont nous faire de la concurrence déloyale, c'est de l'emploi subventionné, ils vont venir marcher sur nos plates-bandes, etc. Donc il a fallu les rassurer. Et on rassure par la parole, mais en fait, le vrai moment où ils sont rassurés, c'est quand ils voient qu'on est cohérent entre ce qu'on fait et ce qu'on avait dit qu'on ferait. Et quand ils voient qu'on est très pointilleux, parce que ce comité local, c'est là qu'on regarde les activités et qu'on dit est-ce que le BE va pouvoir faire cette activité ou non. Donc on vérifie que sur le territoire, ça ne va pas venir marcher sur l'activité d'une autre entreprise. Donc ça les rassure. Et ce qui les a beaucoup rassurés, c'est qu'on leur a donné un siège. Ils étaient 4-5 chefs d'entreprise, en fait, là où j'étais, autour de la table, au comité local, sur une vingtaine de participants. Donc, c'est pas rien, quand même, un quart de chefs d'entreprise. Donc, ils avaient le regard et ils pouvaient dire à un moment donné, non, mais moi, je suis pas d'accord, là. Ce qui est arrivé, d'ailleurs, quelques fois. Donc, ça c'est vraiment important. Et quand la confiance se fait, après, une fois qu'on a acquis cette confiance, après, ils embarquent, quoi. Parce qu'en fait, les chefs d'entreprise, nous, on a eu vraiment un déclic
quand ils ont commencé à parler en direct avec les personnes privées d'emploi. Parce qu'au début, la première réunion avec les chefs d'entreprise, c'était « vous n'en trouverez pas 20 qui veulent bosser ». Donc c'était tous les préjugés qu'on pouvait avoir. Et puis quand ils ont commencé à discuter avec les gens et qu'ils ont vu qu'en fait c'était des gens qui demandaient que à bosser, mais que c'était hyper compliqué et qu'en plus ils souffraient d'être au chômage et que c'était la galère et tout ça, ils se sont dit on a envie de les aider. Donc il y a eu un basculement entre le jugement sur le chômeur et puis tout d'un coup se dire ah ouais, ces gens-là, et puis quand ils ont vu le nombre en plus de personnes dans leur commune, parce que c'est quand même chez moi, quoi, ils avaient envie de faire quelque chose pour leur territoire, donc ils se sont dit, allez, on y va. Et on a eu comme ça, nous, 4-5 chefs d'entreprise vraiment locomotives qui ont du coup embarqué un peu les autres sur le territoire, et ça a énormément aidé. Quand on a ouvert le BE, on a eu vraiment tout un ensemble d'entreprises qui avaient déjà des prestations à demander à l'entreprise à but d'emploi. Donc ce comité local, en fait, c'est vraiment là, comme je disais tout à l'heure, c'est le cœur du réacteur, c'est là que les liens se nouent, que les regards sur les uns sur les autres changent, parce que les personnes privées d'emploi sont aussi au comité local, donc autour de la table, vous avez l'État, Pôle emploi, France Travail maintenant, vous avez des chefs d'entreprise, vous avez des élus locaux, vous avez des personnes privées d'emploi, c'est-à-dire des gens qui jamais, autre part, ne se retrouvent autour de la table. Et en fait, c'était assez super. Humainement, c'était assez super parce que les gens disaient mais ce lieu, il est extraordinaire. On n'a nulle part ça ailleurs. Et en fait, comme on a des points de vue très divers autour de la table, on comprend des choses qu'on ne comprend pas quand on reste juste nous entre nous, administration professionnelle, ou nous entre nous, chefs d'entreprise, ou même nous entre nous, personnes privées d'emploi. Donc il y a ce côté assez incroyable. C'est pour ça que ce projet, c'est bien plus que donner du travail. C'est vraiment créer une dynamique sur le territoire qui après reproduire d'autres choses. Quand les gens commencent à se connaître et ont commencé à travailler ensemble, ils peuvent monter d'autres projets, peut-être pas territoire zéro chômeur, mais d'autres choses ensemble, parce que ça y est, les barrières sont tombées, les préjugés sont tombés. Oui, il y a de vraies réussites sur le territoire. Je sais que moi, je peux parler d'une salariée qui, quand elle est arrivée à ces îles, avait la volonté d'aller passer son permis. Elle a obtenu son permis, et là, très récemment, elle s'est acheté une voiture. Donc effectivement, l'argent et les activités et le fait d'avoir un emploi, des activités utiles, les salariés se disent mais moi aussi je peux en bénéficier. Et du coup, ils travaillent pour se payer des choses pour eux, en rendant service à la communauté. Donc double réussite sur le territoire. Le fameux gagnant-gagnant-gagnant qu'on évoquait tout à l'heure. Si on change un peu de focale, on parle de personnes éloignées de l'emploi, on parle de personnes qui, pour beaucoup de raisons, étaient chômeurs de longue durée. Là, si je comprends bien, vous ne leur proposez pas de s'adapter au marché du travail, vous proposez au marché du travail de s'adapter à eux, en leur permettant d'avoir de la visibilité à durée indéterminée, tout en leur permettant de développer différentes compétences et de réintégrer finalement le champ des actifs, pour le dire comme ça. C'est le principe. Et ça, vous arrivez à embarquer des chefs d'entreprise qui disent, dont on pourrait croire, si on est un peu caricatural, qu'on préférerait qu'ils aient des gens 35 heures bien formatés comme il faut et pas des gens qui sont... je dirais plutôt à la marge et qui resteraient pour eux peut-être un petit peu les assister parce que le salaire est payé par qui ? Le salaire en CDI, le salaire est payé par qui ? Par le CESIL ? À Cergy, oui, par CESIL, par le BE directement puisque c'est nous l'employeur. Je prends la question à l'envers. C'est pas la réponse que j'attendais. Le job d'un chef d'entreprise, c'est de faire tourner sa boîte. Je suis chef d'entreprise, je dois faire tourner ma boîte. Nous, on vient les chatouiller un petit peu puisqu'on vient essayer de trouver des solutions innovantes à leurs problématiques. Souvent, ils rencontrent des problématiques d'ordre RH, dans le sens où ils ne trouvent pas les compétences ou la main-d'œuvre nécessaire pour leur permettre de développer leur activité. Ok, nous, quand je m'assois à la table avec un chef d'entreprise, je lui dis, mais ok, il y a ce problème-là, mais qu'est-ce qui peut être fait qui ne répond pas au cœur de métier, qui pourrait décharger les salariés que vous avez aujourd'hui et qui ne seraient pas pris par une autre entreprise. Ok, et là on discute, là on réfléchit, et c'est comme ça qu'on trouve. Et à la finale, on trouve une solution qui leur permet vraiment de se décharger d'une partie de tâches qui existent, qui sont ce qu'on peut appeler des petits cailloux dans la chaussure, qui peuvent permettre à des salariés de se rendre utiles sur un territoire, de développer
une activité et à l'EBE et à Césil de développer son activité pour répondre du coup aux besoins premiers du chef d'entreprise et de renforcer la partie donc de responsabilité sociale de l'entreprise, puisque le chef d'entreprise participe à l'emploi sur son territoire, et en même temps de concentrer ses activités, ses salariés, sur leur cœur de métier, et en contribuant à un projet social et sociétal qui répond à un besoin identifié. Et donc on maille comme ça les besoins de chacun pour faire de la richesse. Très clair. Dernière question avant de passer une petite pause musicale. La complexité des tâches qui sont confiées aux personnes qui sont en EBE, on est là sur des... tu parlais de petits cailloux. Est-ce que c'est caricatural de dire que ce sont des petites mains? Est-ce que ce sont des éléments qui sont ultra qualifiés, qui étaient éloignés de l'emploi mais qui sont ultra qualifiés? Est-ce que c'est des éléments qui rentrent dans une logique de qualification justement? Comment est-ce que vous arrivez à intégrer peut-être des niveaux très différents de compétences au départ? C'est très éclectique comme public quand vous recevez les gens. Oui. Certains peuvent être à bac -3, d'autres à +8. Enfin voilà, je veux dire, il y a un spectre assez grand. Ça doit être difficile. Immense, oui. Ça doit être difficile d'homogénéiser. Ah bah, écoute, c'est le débat qu'on avait juste avant l'émission de la question du management inclusif. À Césil, et je peux reprendre l'exemple qu'on donnait, que je donnais avant l'émission lors de la promotion de la série Arsène Lupin, qui disait, avec Omar Sy qui se baladait dans les métros de Paris, qui disait vous m'avez vu, mais vous m'avez pas regardé. Nous, on fait l'inverse à Césil. On regarde les gens, on regarde ce dont ils sont capables, ce dont ils ne sont pas capables, et on trouve et on construit avec mon équipe de direction l'environnement dans lequel ils sont capables. Parce que, et je leur dis, moi dans mes salariés, j'ai des guerriers, j'ai des gens qui n'ont jamais abandonné. Donc dire que ce ne sont que des petites mains, ce serait dévalorisant pour eux. Au contraire, nous c'est pas le sens de mon propos. Non, mais c'est bien de dire de quoi tu es capable. Ok, tu es capable de ça, on va le faire. On a une vingtaine en pourcentage, 20% de personnes qui sont bénéficiaires d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, pour ne pas parler qu'en sigle. Et donc, l'enjeu, c'est pas de dire, ok, il a une RQTH, il n'est pas capable de faire ça. Ok. Non, au contraire, il a une RQTH, il a des limitations, mais de quoi il est capable? On regarde avec positivité ce dont les salariés sont capables. C'est ce que permet et offre le CDI de dire à long terme, il est capable de faire, j'ai n'importe quoi, de tenir 20 minutes debout. Sur quelle mission on peut le positionner qui nécessite maximum d'être debout pendant 20 minutes et pas plus, parce que sinon on met notre salarié en difficulté et donc il perd en productivité, il perd en efficacité. Non, l'enjeu, c'est aussi de créer de la richesse sur le territoire. Et donc, en mettant les salariés dans des conditions qui leur permettent de performer, on les rend heureux. Voilà. Et donc, la deuxième partie de ta question, c'était aussi ce qui concerne la formation. C'est un enjeu primordial que de former en externe et en interne nos salariés. Plusieurs manières de le faire, soit on partage des connaissances et des compétences qu'on a en interne, soit effectivement on va trouver de la formation grâce à notre OPCO, opérateur de compétences, qui va financer une partie de la formation, ou grâce à du bénévolat, du mécénat de compétences. Voilà, tous les dispositifs à notre portée qui nous permettent de faire monter nos salariés en compétences. Merci beaucoup Adan. Je rappelle que tu es directeur du Césil, entreprise à but d'emploi basée à Cergy. On se retrouve juste après ton choix musical qui fait presque pas peur.
creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. Stench is in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no immortal can resist the evil of the thriller. ESS Enterprise, troisième et dernière partie, toujours en compagnie de nos invités, Denis Prost, membre du conseil d'administration de Territoire Zéro Chômeur Longue Durée, représentant de la télé Carmonde, Adan Koutélé, directeur du CESIL, et Aline Karsenak, qui a décidé de ne pas nous parler jusque maintenant. C'est scandaleux, qui écoute religieusement, j'ai envie de dire, mais qui ne participe pas, sauf pendant les pauses musicales. Pourquoi, Aline ? Toujours est-il que je voulais vous entendre sur la notion qu'on a évoquée d'ancrage territorial. On voit bien que tout est basé sur cette notion d'ancrage territorial. Denis, tu as évoqué le fait que ça ne venait pas d'en haut et que ça partait vraiment d'en bas. Vous avez évoqué, Adan et toi, cette possibilité d'aller chercher les gens qui sont sur le territoire et de mobiliser les forces du territoire par rapport à tout ça. Est-ce qu'on n'est pas là dans le secret le moins bien gardé en disant finalement tout se joue sur le territoire ? Qu'est-ce que vous pensez de cette notion de dire à un moment donné, on ne peut pas s'aimer parce qu'il n'y a pas de territoire qui se ressemble. Pourtant, vous arrivez, 85 endroits, à démontrer que avec la même intention, avec des fois la même énergie, on arrive, malgré la diversité des territoires, à avoir des solutions qui sont plus ou moins proches. On va avoir, en fait, nous, notre conviction, c'est que ce projet, il peut se faire partout, mais après... ça dépend des conditions financières. C'est-à-dire qu'on a des territoires qui sont plus riches que d'autres. Il y a des territoires où vous allez pouvoir, résidentiels, où vous allez pouvoir facturer des prestations particulières à des coûts tout à fait corrects, voilà, pour l'équilibre de l'EBE. Et puis quand vous êtes sur un quartier politique de la ville ou quand vous êtes dans un territoire rural pauvre, vous avez beaucoup moins de capacité à faire du chiffre d'affaires. Donc à un moment donné, et ça fait partie des choses qu'on réfléchit aussi aujourd'hui, c'est peut-être que ce financement, il faut aussi l'adapter en fonction des caractéristiques du territoire si on veut que tout le monde puisse le faire. Mais si on a les conditions financières, oui, partout, on peut mobiliser. C'est vraiment la question d'avoir une équipe qui sait faire ce travail-là, d'embarquer un territoire, de chercher, d'aller voir les personnes près d'emploi, de creuser tout ce qu'il y a comme activité à faire. Mais la méthode, elle est très claire, on l'a pratiquée partout et elle marche. Voilà. Donc le nerf de la guerre, c'est l'argent, on y revient toujours. Et à un moment donné, c'est cette bataille aussi qui est devant nous aujourd'hui. Adan, par rapport à cette notion de nerf de la guerre et d'aller démarcher, prendre son bâton de pèlerin pour aller voir toutes les entreprises une par une, être capable d'expliquer que non, vous n'êtes pas là pour faire concurrence, mais que oui, vous avez une valeur ajoutée qui peut être financière, mais qui est aussi sociale. Comment tu te sens par rapport à ça ? Ouais, c'est un travail que j'ai démarré depuis un moment, justement d'aller rencontrer, et pas que les entreprises, c'est bien de réseauter, d'utiliser les relations interpersonnelles pour dire voilà, identifier un besoin, voilà le besoin, comment on peut construire ensemble, et du coup pouvoir travailler ensemble. Je pense que Territoire Zéro Chômeur, cette expérimentation met en évidence que dès lors où il y a une volonté et que les gens se font confiance, on peut prendre des risques ensemble pour réussir
pour réussir en fait. Je vois pas ce que je cherche derrière, c'est juste Réussir, pour réussir quoi. tout simplement. Voilà. Merci beaucoup. Je me tourne vers Aline et je vais lui demander donc de faire la synthèse de l'émission et de nous dire en toute modestie, voilà, résume-nous les 50 minutes qu'on vient de passer ensemble et plus sérieusement, dès que tu as envie, parle-nous aussi de l'actualité d'initiative 9578 dans les semaines à venir, que ce soit en termes d'entreprises engagées ou plus généralement sur la structure. Déjà, merci pour l'invitation. Et non, si je dois faire une synthèse en quelques mots, du coup, parce que 50 minutes, c'est dur à résumer. Non, il y a ça répond à un vrai besoin pour lequel on a encore du mal, en fait, à résoudre cette question d'employabilité. Alors, il y a des structures qui existent, les structures de l'insertion par l'activité économique qui essayent de pallier justement à cette difficulté d'insérer sur du milieu classique dans le travail, on va dire, classique normal. Et on se rend compte qu'il y a encore des difficultés sur l'insertion et que du coup, le BE vient aussi répondre à cette difficulté. Donc c'est vraiment chouette. C'est hyper intéressant et voilà. Initiative, vous bossez vous avec le territoire zéro chômeur au niveau d'initiative ou Oui. Alors justement, sur différents aspects. Et entre autres, je rebondis à la question du réseautage. J'en profite pour annoncer qu'il y a un apéro pitch à la CMA de Cergy demain, où voilà, toutes les structures du territoire sont bien évidemment invitées à y participer. Et donc là, il faut se précipiter sur le site internet, onglet Nos événements pour s'inscrire. Donc c'est vraiment des événements où ça permet de rencontrer les acteurs du territoire et de pitcher sa structure aussi. On a aussi de grandes actualités. En ce moment, on est en train de lancer l'appel à candidature d'Émergence. Émergence, c'est un incubateur qui est porté par France Active Île-de-France. Un incubateur qui permet d'accompagner des porteurs et des porteuses avec des projets engagés, créés ou non créés depuis moins de 3 ans, sur du coup la région. Et ça commence en avril, ça finit en décembre. Là, on est en plein appel à candidature. Ça se ferme le 28 février. Donc, allez-y si vous voulez être accompagné pour développer bien comme il faut son projet, avoir un bon business plan à la fin, de pouvoir parler chiffres aussi et de pouvoir entamer son étude de marché, puisque l'étude de marché s'entame, mais elle reste toujours en veille. Et là encore, je rebondis à ce qui s'est dit aujourd'hui sur la question de l'EBE, en fait. Clairement, c'est... le chargé de développement, c'est important et en même temps, c'est toujours de rester en veille sur son territoire parce que ça évolue tout le temps. On est dans un monde qui change constamment. Et la dernière info, et après je te repasse du coup le micro, Eric, c'est le lancement aussi de la promotion entre femmes sur Roissy Pays de France de mes collègues Citélab. Donc là, pour le coup, c'est réservé aux femmes. Je suis désolée, messieurs. Mais pour toutes celles qui entreprennent sur des projets entrepreneuriaux de très, très larges, il n'y a pas du coup de notion d'engagement sur entre femmes. Vous êtes bien évidemment les bienvenues, mesdames, à postuler sur cet appel à candidature, un peu sous forme incubateur aussi, un peu moins conséquent qu'Émergence. Le site internet où on peut retrouver toutes ces informations, s'il te plaît? Oui, alors Initiative 9578. Tout est nos événements. On a aussi différents ateliers autour du financement, puisque notre cœur du métier, c'est d'accompagner, financer et mettre en réseau. Et donc, il y a aussi des ateliers sur comment bien parler avec sa banque, sur une 30aine de minutes. Et puis après, il y a aussi d'autres types d'événements de réseautage. C'est bien parler pendant 30 minutes à sa banque et après on peut devenir... Non, c'est la durée de l'atelier. Non, la durée d'atelier, c'est 1 heure, mais c'est 30 minutes pour bien parler à sa banque, un truc comme ça. Merci beaucoup. Dernière ligne droite, merci à tous. Je laisse le mot de la fin à Aline, naturellement. Je ne vais pas vous redonner la parole. En tout cas, il me reste juste assez de temps pour remercier Damien à la technique, Jean-Céric pour sa confiance. Merci également à Juliane Rougemont et Sophie Audet de l'association Territoire Zéro Chômeur Longue Durée qui m'ont aidé à préparer cette émission. Merci aussi aux collègues du débat du 12 pour leur soutien, leur amitié. À nos invités, bien sûr, et une mention particulière pour Aline et pour Adan, pour qui c'était une première émission de radio. Je vous laisse en compagnie des copains de Vibes.com pour un peu de reggae sur RGB et on se retrouve dans 15 jours.